Bonjour Mathilde, est-ce que tu peux Bonjour. te présenter et nous parler un peu de ton parcours? Oui. Alors, je suis une jeune docteure en chimie théorique des matériaux. Chimie théorique, parce qu'en fait, je fais de la simulation de la chimie. Ce ne sera pas du coup des expériences sur une paillasse avec un bec benzène, etc. Moi, je suis devant un ordinateur. Et des matériaux, j'utilise, donc j'ai fait pendant ma thèse, après pendant mes expériences de postdoc, des matériaux qui sont utiles par exemple pour l'industrie de la chimie, pour l'industrie pétrolière, pardon, ou l'industrie aussi des énergies renouvelables. J'ai fait donc ma thèse à l'ENS de Lyon, une thèse qui s'est plutôt bien passée, c'était cool, j'ai été très bien encadrée et je suis vraiment contente de comment ça s'est passé. Et plus tard, en fait, j'ai fait deux postdocs, un d'un an et demi à Toulouse pour un laboratoire propre du CNRS et un deuxième d'un an à Montpellier pour un laboratoire du CNRS aussi. Et donc, ma première expérience à Toulouse, c'est pas très bien passé. J'ai ressenti énormément de pression et énormément de malaise à faire de la recherche. Voilà, j'avais besoin d'une autre expérience qui marchait mieux. Donc je suis allée pas à Toulouse, justement, à Montpellier, pour faire un postdoc avec quelqu'un qui est aussi un ami de mon directeur de thèse et que j'avais déjà rencontré en conf, avec qui ça s'était plutôt bien passé, on avait beaucoup parlé et je le trouvais très bienveillant, très cool. Et donc j'ai fait mon deuxième postdoc avec lui et ça s'est très très bien passé, c'était très cool, j'ai repris goût à la recherche et du coup j'ai voulu passer les concours pour être enseignant-chercheur. Et puis j'ai trouvé ça très cool de passer les concours, un peu stressant, mais c'est toujours bien de prendre du temps pour se poser et dire ah, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quel est le projet que je veux absolument faire toute ma vie, vraiment se projeter sur le lancer, quoi, pas donner au fur et à mesure. Je vais faire ça les 10 premières années, puis ça, enfin voilà. Mais c'est plutôt trouver un angle d'attaque pour commencer sa carrière soi-même et en adéquation avec le laboratoire dans lequel on postule. Et j'ai trouvé ça très sympa. Et après, comme on disait tout à l'heure, c'est compliqué les concours de la fonction publique dans la recherche parce qu'il y a énormément de candidats qui sont tous très bons. Et en fait, il y a très peu de postes. C'est-à-dire que dans ma discipline, il y a environ, je crois, une centaine de personnes chaque année qui sont diplômées, donc qui ont un doctorat. Et il y a, je dirais, 3 postes au CNRS. Et les bonnes années, il y a 3 postes au maître de conf. Donc voilà, c'est pas énorme. Et donc j'ai pas été prise, quelle surprise. J'ai passé les concours qu'une seule fois. Et après, donc, on m'a conseillé, donc j'ai eu pas mal de conseils de la part des gens qui m'avaient aidé jusque-là. Et en fait, on m'a conseillé de faire un postdoc à l'étranger pour augmenter ma visibilité dans le monde entier, etc. Et puis donc valoriser mon CV. Et en fait, j'ai trouvé ça trop difficile. Et en fait, peut-être qu'un jour je vais partir à l'étranger, mais j'ai pas envie que ce soit pour avoir un travail. Et donc, en plus, là, ça fait un an que j'habite, enfin, ça faisait un an que j'habitais à Montpellier. Maintenant, ça va faire 2 ans. Et du coup, je me suis rapprochée de ma famille et j'ai trouvé ça très cool. Et je voulais pas repartir tout de suite, quoi. Je me sentais pas le goût de le faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, je prends un peu de temps avant de partir. J'ai besoin d'un peu d'élan, quoi, pour pouvoir partir et reprendre la recherche. Et puis finalement, j'ai jamais réussi à trouver cet élan-là. Je me suis dit que ça valait pas le coup. Et qu'il y avait que j'ai d'autres priorités, moi, personnellement, dans ma vie. Donc voilà, je suis en réorientation actuellement pour partir dans l'informatique. Donc c'est un milieu que je connaissais déjà un peu, j'avais déjà un peu touché avec la chimie théorique.
c'est pas complètement en dehors des clous. Et puis en plus, dans Montpellier, il y a des boîtes de bioinformatique, donc c'est pas vraiment de la chimie, mais voilà, ça ressemble un peu. Ça recoupe un peu les compétences que tu avais Voilà. acquis en chimie théorique, puisque C'est je ça. trouve que c'était des modèles donc, d'informatique. Ouais, D'accord. c'est ça. Et là, par contre, j'ai trouvé une formation qui est plus dans le développement web, donc rien à voir. Mais donc j'ai commencé depuis 3 semaines et je trouve ça vraiment trop cool. Parce que j'apprends plein de trucs et puis en plus, bon, si j'ai fait une thèse, c'est que aussi j'aime apprendre, hein. Parce qu'on fait pas une thèse et puis ça se passe pas aussi bien quand on n'aime pas apprendre. Ouais. T'as dit que tu avais passé à la fois des concours CNRS et des concours maître de conf. Ah non, non, j'ai passé uniquement les concours maître de conf. Uniquement les concours maître de conf. Et donc ça amène à ma question. Donc c'était l'enseignement qui te parlait particulièrement, tu avais envie de cet aspect-là? Ouais, alors pendant ma thèse, j'ai pu enseigner, j'ai eu le plaisir d'enseigner dans un des meilleurs des contextes, parce que j'ai enseigné à l'ENS, donc j'étais déjà dans un environnement où les étudiants étaient très motivés, parce que c'est plus pas les petits L1 qu'on refilait, des TD où ils viennent même pas, et des TP où il n'y a personne, voilà. Par contre, c'est très difficile, parce que c'est des gens qui sont très exigeants, et envers eux-mêmes et donc aussi envers leurs profs. C'était d'autant plus difficile que moi j'étais pas normalienne et que ça se sait parce que les normaliens se connaissent tous. En fait, bon, en début d'année, ça partait toujours un petit peu difficilement, quoi. Enfin, ça mettait du temps, cette relation de confiance mettait du temps à se faire. Mais en fait, j'ai toujours beaucoup apprécié enseigner. Je trouve ça un peu stressant parce que voilà, mais aussi je trouve que c'est un énorme enfin comme on disait tout à l'heure en fait, c'est que dans la recherche on se fait tout le temps critiquer sur tout ce qu'on fait, c'est à dire que on publie, on se fait toujours critiquer sur même la tournure des phrases, même si le boulot est parfait, y a toujours un truc qui va pas. En enseignement, c'est un truc qui marche. Et puis que même quand ça marche pas, à la fin, c'est fini, c'est fait. Et c'est... Voilà, on passe à autre chose. Ce chapitre est terminé, on enseigne un nouveau truc. Et si les élèves comprennent pas, ils reviennent vers toi et tout. Mais t'as quand même cette satisfaction du boulot fait, délivré. Et voilà. Et ça, je trouve que par rapport à la recherche qui est jamais finie, que si on commence un truc, on ne finit jamais si on est perfectionniste. À un moment, il faut se dire, bon, bah stop, on arrête là. Et voilà. Et ben, l'enseignement, c'est justement un truc qui permet de donner une fin et d'avoir un truc... Enfin, c'est plaisant, quoi, dans la création d'un c'est fait. Donc c'est ça qui te plaisait, en fait. Oui, ça contrebalance le côté un peu, on va dire, négatif de la recherche. D'accord. Et en parlant de recherche, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur, par exemple, la thématique soit de ta thèse, soit d'un postdoc, c'était quoi, sur quoi exactement tu travaillais? Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Allez, ma thèse. En fait, donc c'est sur la catalyse hétérogène. C'est un terme un peu, un peu fou, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire que pour faire une réaction chimique, il y a, on va dire, des produits de départ, qu'on appelle des réactifs, qui donnent des produits finaux, qu'on appelle des produits. Et pour qu'une réaction se fasse, des fois, on veut faire des réactions qui sont très lentes. Et comme le temps c'est de l'argent, on a développé un concept qui s'appelle la catalyse, qui permet de faire cette réaction beaucoup plus vite. Il y a différents types de catalyseurs. Il y a des catalyseurs qui sont homogènes, c'est-à-dire qu'ils sont dans la même phase que les produits initiaux, donc les réactifs. Qu'est-ce que tu appelles la même phase? Ouais, voilà. Alors la même phase, ça veut dire que par exemple, si les réactifs sont gazeux, le catalyseur il va être gazeux. D'accord. Si les réactifs sont liquides, ça va être un catalyseur liquide. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la catalyse homogène. Et moi, je vais travailler sur la catalyse hétérogène, donc sur un catalyseur qui n'est pas dans la même phase que le réactif. Moi, je travaillais sur des catalyseurs qui étaient solides, donc chimie des matériaux, voilà, on y arrive, qui permettaient de mettre ensemble des gaz sur ce matériau
C'est en ça que ça a catalysé la réaction, en fait. Ça rapprochait deux molécules qui vont ensuite réagir ensemble. Ça, d'un côté, les rapproche, et d'un autre côté, les met dans la bonne position pour, hop, refaire la réaction et finir en produit final. Voilà. Après, du coup, je travaillais sur des matériaux qui étaient un peu spéciaux. Donc, la plupart du temps, on utilise ce qu'on appelle des nanoparticules. Ça aussi, c'est un gros mot. Les nanoparticules, c'est très très utilisé depuis des années dans, par exemple, la pétrochimie. En gros, on utilise, on va dire, ça à la place des matériaux uniques, parce qu'en fait, on va avoir un matériau qui va être beaucoup plus réactif, qui va beaucoup plus aider à la réaction. D'accord. C'était quoi tes substrats qui devenaient des produits? Les réactifs, tu veux dire? Oui, les réactifs. Alors, moi, je travaillais sur des molécules qu'on appelle soit molécules sondes ou molécules modèles. Donc, parce que comme je faisais de la modélisation, en fait, chaque atome en plus coûte de l'argent en temps de calcul. Et donc, je travaillais sur des petites molécules comme le monoxyde de carbone ou comme l'hydrogène, le dihydrogène, donc H2, ou l'eau, enfin vraiment des toutes petites molécules à 2-3 atomes. Et donc, tu disais que chaque molécule, c'est de l'argent. Donc toi, en fait, dans tes modèles, tu simulais chacune des molécules. Voilà, en fait, j'arrivais à voir chacun des atomes de ma nanoparticule et aussi des réactifs et des produits. D'accord. Et le catalyseur, c'était quel type de matériau? C'est des métaux ou je fais aussi des oxydes métalliques. Donc mes nanoparticules, c'était des nanoparticules métalliques. Donc j'ai travaillé pendant ma thèse sur l'or, le cuivre et aussi des alliages or-cuivre. Ces nanoparticules, elles ne flottent pas dans l'air comme ça, elles sont déposées sur des oxydes métalliques. D'accord. Et selon l'état de l'oxyde métallique sur lequel elles sont déposées, donc par exemple, imaginons il y a eu de l'eau qui est passée par-dessus, donc l'oxyde métallique il va être un peu hydroxylé, c'est-à-dire qu'il va y avoir un DOH donc, dessus. Et ben, selon l'état, la nanoparticule, elle va être dans une forme, dans une autre. L'interaction entre le solide et la nanoparticule va être dans une forme ou une autre. Et donc, la réactivité va changer. Donc toi, en fait, tu étudiais comment l'état du catalyseur lié à son environnement influençait, je suppose, la rapidité ou l'efficacité de la réaction. C'est ça. D'accord. Ouais. Alors, tu as parlé de oxyde métallique. C'est quoi un oxyde métallique? Alors, c'est un alliage entre un métal et de l'oxygène. Par exemple, quand on laisse du fer à l'air libre, au bout d'un moment, il va se former une croûte de rouille. Et bien ça, c'est de l'oxyde métallique. C'est-à-dire qu'il y a de l'oxygène qui s'est inséré entre deux atomes de métal. Et ton travail où tu cherchais à voir comment l'environnement affectait la réaction, c'est quoi? C'est dans une idée à long terme d'optimisation par exemple du catalyseur, optimiser la façon dont le catalyseur il est construit, c'est le genre de choses que vous voyez? C'est ça, notamment j'ai un peu travaillé pendant mon master avec l'IFPEN, donc c'est l'Institut français du pétrole, on n'a plus le droit de le dire, mais voilà, énergie nouvelle, ça on a le droit de le dire. C'est l'ancien IFP. L'ancien IFP, c'est ça. Maintenant c'est IFP énergie nouvelle. Et donc avec ces gens-là, c'était donc des gens qui travaillaient aussi en chimie théorique, mais qui avaient une grosse participation après pour déposer des brevets pour des nouveaux catalyseurs pour être utilisés après dans la pétrochimie. D'accord. Mais alors, comment on construit, on manipule des nanoparticules d'or ou de cuivre? Comment, techniquement, ça marche comment? Comment on arrive à faire ça? Parce que je suppose que ça doit être extrêmement précis. Ouais, c'est assez précis. Alors, comment on arrive à faire ça? Tu veux dire d'un point de vue théorique ou d'un point de vue expérimental? Un peu les deux, ouais. Un peu les deux. Alors, en fait, expérimentalement, je vais commencer par là parce que c'est beaucoup plus visuel, quoi. Expérimentalement, donc on a une surface donc moi c'était oxyde de titane, donc c'est mon oxyde métallique. Une surface d'oxyde métallique sur lequel on va pulvériser des atomes d'or et de cuivre
Et donc les atomes vont trouver sur la surface des points d'ancrage, qu'on appelle points de nucléation, qui vont être pour la plupart des lacunes, donc des endroits où il y a un vide en fait. Donc le premier atome va se mettre là, et après comme il y a une bonne affinité entre l'or et le cuivre, le cuivre et le cuivre, donc il va y avoir ce point de nucléation qui va se faire, et tous les autres atomes d'or et de cuivre qu'on va balancer un par un aussi sur la surface, ils vont s'agréger autour de ce point de nucléation, autour de ce premier atome là. Donc un objectif de ma thèse, ça a été de déterminer quel était ce point de nucléation, quel type de lacune va être favorable pour commencer à faire une nanoparticule. D'accord. Et c'est manipulable, les formes ou les types de lacunes quand on fabrique l'oxyde de titane, c'est ça? Ouais, alors c'est manipulable sous certaines conditions, sous des énormes conditions. Alors, par exemple, l'oxyde de titane, il fait souvent des lacunes d'oxygène. Parce qu'en fait, c'est une surface, on va dire plus ou moins plane, avec des rangées qui vont dépasser d'oxygène. Il va y avoir une rangée d'oxygène, une surface plane, une rangée d'oxygène, une surface plane. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que sur cette rangée d'oxygène, des fois, il va manquer un oxygène. Et c'est là où l'or, par exemple, va se mettre très favorablement. Et il est possible de faire du TiO2, donc oxyde de titane, sans ces lacunes d'oxygène. Et c'est possible sous des grosses pressions d'oxygène. Parce qu'en fait, quand on a de l'oxygène dans l'air, si l'oxygène de l'air voit une lacune, paf, il va se mettre dessus. D'accord. Donc en fait, mais par contre, quand on fait des catalyseurs, on ne veut pas qu'il n'y ait pas de lacunes, on veut qu'il y ait des lacunes. Bah en fait, ça dépend. Ça D'accord. dépend ce qu'on veut faire. Par exemple, j'ai travaillé avec 2 laboratoires différents. Un laboratoire qui voulait des lacunes parce qu'en fait, il faisait une microscopie. Donc, il regardait au microscope avec un certain microscope qui s'appelle le microscope électronique à balayage. Et donc, pour ce microscope, il faut absolument que la surface, elle soit, qu'elle soit conductrice. Et pour qu'elle soit conductrice, il faut créer des lacunes. Donc eux, ils cherchaient à faire le plus de lacunes possible. Par contre, j'ai travaillé ensuite avec des gens qui travaillaient donc, avec de la diffraction de surface. Donc ça, c'est une autre méthode, c'est-à-dire que ça ressemble un peu à de la microscopie, on va dire, mais sauf qu'au lieu d'avoir une image, on a un graphique. Et on peut analyser ce graphique pour obtenir une espèce d'image mentale. Voilà. Et donc, ces gens-là qui travaillent avec de la diffraction, eux, ils veulent avoir le truc le plus parfait possible. Et donc, sinon, ils ne voient rien. Si ce n'est pas complètement cristallin, donc complètement parfait, ils ne voient pas les pics bien définis et donc ils ne peuvent pas se représenter la forme du catalyseur. Donc ces gens-là, ils vont travailler justement avec des solides qui sont sans lacune. Donc pour en revenir à ton travail, si je comprends bien, toi tu as travaillé sur comment, en fonction de l'environnement, les particules d'or et de cuivre allaient s'agréger les unes aux autres sur le catalyseur. Enfin sur la structure d'oxyde de titanium, et pour former, le tout forme un catalyseur. Voilà, c'est ça. D'accord. Exactement. Un truc qui m'interpelle, c'est que jusqu'à maintenant, on parle beaucoup de nanoparticules, de microscopie à balayage, donc on est vraiment dans l'infiniment petit. Ouais. Et en même temps, tu m'as parlé de pétrochimie. Et en général, la pétrochimie travaille plutôt sur des grosses échelles. Ouais, c'est ça. Donc comment, en fait, on fait pour passer de... Je veux dire, c'est quoi? C'est les catalyseurs, ils sont microscopiques et on les met dans des cubes, mais on en met des milliers, ou on arrive à faire de très gros catalyseurs avec ces méthodes-là? Comment ça, on fait l'échelle? En fait, on en met des tonnes. En fait, dans un réacteur qu'on peut voir de certaines centaines de kilomètres à la ronde, on voit dans chaque réacteur, on va mettre des dizaines de milliers ou même des dizaines de millions de nanoparticules. Et en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on arrive très bien, on va dire, à expliquer ce qui se passe au niveau moléculaire, enfin très bien, autant que faire se peut. Et eux, donc les
les gens qui font vraiment de la pétrochimie au jour le jour arrivent très bien à dire bon bah voilà mon problème c'est ça. Arriver à faire un gap entre les deux, c'est très compliqué et c'est pour ça que des structures comme l'IFPEN existent parce qu'ils allient en même temps donc, tout ce qui est recherche fondamentale et donc tout ce qui est dans l'infiniment petit et tout ce qui est dans le palpable, le macroscopique. C'est-à-dire que tout ton travail, toi, va aider à concevoir des catalyseurs les plus performants possibles pour une question donnée. Parce qu'on sait mieux comment les fabriquer, puisqu'on sait mieux comment ça s'agrège. Voilà. D'accord. Exactement. Pas tout de suite, parce qu'il Oui, faut non, du temps. Mais voilà. D'accord. Très bien. Et quand tu disais qu'on met les catalyseurs, on en met des dizaines de millions dans les, on va dire une cuve, je ne sais pas si c'est ça, le bon terme. Est-ce que c'est fixé à la structure de la cuve, ou est-ce que c'est lâché dans l'air, dans l'espace? C'est une bonne question. D'accord. non, c'est... il me semble, alors, parce que je suis pas très... très calée là-dessus, mais il me semble que c'est plutôt fixé à la structure de la cuve, c'est vraiment sur l'extérieur de la cuve. Mais alors, je préfère prendre des pincettes parce que j'ai pas opéré ce genre de... J'aimerais revenir sur ce que tu disais, parce que tu disais que maintenant, toi, tu te réorientais un peu vers l'informatique, là. Oui. Donc déjà, tu n'es pas loin d'être la seule. Mais aussi, tu me disais que tu faisais beaucoup d'activités de vulgarisation. Ouais. Et donc, tu peux m'en dire plus? Oui, alors j'ai commencé la vulgarisation. En fait, j'essaye de savoir quel est le début. J'ai commencé la vulgarisation, je pense, pendant la thèse. Je me suis insérée dans le groupe des gens qui faisaient la fête de la science, sachant qu'à l'ENS, c'est tout un truc, la fête de la science. Parce que en fait, on a des étudiants qui sont futurs profs en fait, et donc qui vont avoir des élèves après. Et en fait, toute la semaine, on accueille des élèves de école, collège, lycée, et on leur fait des démonstrations vraiment. Donc il faut faire comme un TP qu'on va faire devant un amphi. Donc tout ça, on le fait tous ensemble en fait. Toute l'équipe de doctorants, enfin tous ceux qui ont envie de le faire, on crée un espèce de TP qu'on fait après avec les étudiants qui sont en agrégation ou en master à l'ENS. Et après, on fait un tableau de rotation où on est je sais pas, trois amphis. Vraiment, c'est un truc de fou. Où il y a, je sais pas, 100 élèves dans chaque amphi. Voilà. Et on fait ça sur toute la semaine quasiment, ou je crois que ou la fin de la semaine au moins, c'est sûr. D'accord. Et donc j'ai trouvé ça génial en fait, j'ai trouvé ça trop bien, les enfants qui posent des questions. Et en plus, ils ont des questions vraiment trop cool. Aussi bien hyper naïves, mais en même temps hyper réfléchies. Je sais pas comment dire, mais c'est... Parce qu'en fait, ils n'ont pas eu le formatage qu'on a nous, après avoir fait des années d'études scientifiques. Ou même qu'on peut avoir après avoir fait des années d'études de langue, qui va pas être le même formatage d'études scientifiques, quoi. Et donc ils vont pas réfléchir, on va dire, comme nous, et donc ils vont pas avoir de problème à avoir des connexions là où pour nous ça a l'air un truc de fou. Et voilà, j'ai trouvé ça trop bien. D'accord. Ensuite, quand je suis arrivée à Toulouse, donc j'ai vécu une période un peu difficile côté recherche. Et justement, comme je disais, pendant ma thèse, ce qui me confortait sur le fait que j'ai fait un bon choix, c'est aussi le fait que j'ai des enseignements à côté. Et quand je suis arrivée à Toulouse, j'avais plus d'enseignement parce que j'étais embauchée au CNRS. Enfin, j'étais... Postdoc de recherche. Postdoc, oui, CNRS. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché une échappatoire un peu qui ressemble un peu à de l'enseignement, et donc je suis tombée encore dans ce côté vulgarisation scientifique, et je suis tombée sur Paint of Science, qui est donc un organisme international de vulgarisation scientifique et qui fait un festival tous les ans, à part cette année, au mois de mai, voilà, de 3 jours sur différents thèmes, et je trouve ça vachement cool.
J'ai fait ça 2 ans à Toulouse, je me suis éclatée. J'ai fait ça une 3e année à Montpellier, je me suis encore plus éclatée. En plus, je suis tombée sur une super équipe, on est restés amis, voilà. Et là, cette année, vu que j'étais au chômage et que j'avais besoin d'un peu de temps pour moi et tout, je me suis dit, allez, je me mets à fond là-dedans. Et on va voir ce que ça donne. Bon, bah voilà, je suis tombée sur l'année Covid. Mais donc, il n'y a pas eu de festival, pas en tant que tel. Il y a eu des petits bouts de festival en ligne dans d'autres pays. Et il me semble qu'il y en a eu dans quelques villes en France aussi. Mais il y aura surtout un festival en ligne en septembre qui va remplacer en fait le festival là. Enfin voilà, donc tout ça pour dire que je me suis quand même vachement éclatée, même s'il y a eu toute cette retombée. Voilà, et j'ai trouvé ça trop cool, je trouve ça trop bien d'arriver à prendre des gens qui sont, on va dire, à la pointe et qui en fait, eux-mêmes se rendent pas compte qu'ils sont à la pointe de la technologie sur un domaine et de les amener devant des gens qui n'ont jamais entendu parler de ça. Et qui sont quand même un peu intéressés parce qu'ils viennent, ils se déplacent, ils payent 2 € l'entrée, voilà. Mais je trouve ça trop cool. D'un côté, parce que les chercheurs, à chaque fois, ils viennent nous voir pour nous dire ah, c'était trop bien, j'ai adoré. Je trouve ça vraiment intéressant et tout, de pouvoir parler avec des gens qui justement, qui s'intéressent d'un côté, mais qui ne connaissent, n'ont pas un a priori en fait sur la thématique. Et donc d'un côté les chercheurs sont contents et d'un autre côté le public est toujours à chaque fois content. Donc si je comprends bien, en fait, Pinto Science invite un chercheur, un scientifique, à venir parler de son travail au grand public, en général. Dans un bar. Dans Très un bar. Important. Dans un bar. Un bar à bière. Un bar à bière, donc d'où la pinte. Voilà. Et est-ce que on demande au chercheur de faire un gros travail de vulgarisation sur son travail, ou il est juste là pour raconter un peu l'histoire de son travail? Alors, en fait, ça dépend du chercheur, ça dépend de ce qu'il a envie de faire. Déjà, on ne pousse pas les chercheurs à faire un truc qu'ils n'ont pas envie de faire. Si il faut aller chercher 1000 fois pour dire allez, viens, ça va être trop bien, on peut être à peu près sûr que le chercheur ne va pas fournir l'effort qu'il faut pour être compris comme il faut par le public. Si le chercheur est motivé, là on peut parler, on commence à discuter. Il y a toute une phase, en fait on commence à organiser le festival en mai, on commence à l'organiser en septembre. D'accord. Ou octobre, quand il y a la rentrée quoi, en gros. Une fois que tout le monde est bien rentré, on commence l'organisation. Pourquoi ? Parce que justement il y a tout ce travail, donc d'abord de chercher des thèmes, etc. Mais aussi de parler avec les chercheurs et de leur dire bon ben voilà ce qu'il nous faut quoi. On n'a pas un cahier des charges très défini. On ne veut pas par exemple dire je sais pas, il faut absolument que vous rameniez un objet ou il faut absolument que ceci cela. Le chercheur est complètement libre sur la façon dont il va présenter ses résultats et sa thématique. Mais par exemple, s'il veut présenter des résultats, justement, petit lapsus, il peut. D'accord. C'est très bien, mais voilà, faut pas qu'il présente comme ça de but en blanc des résultats. On le met en garde sur le fait que ça va pas être comme un congrès normal qu'il a l'habitude de faire. C'est-à-dire qu'il va commencer par 3 slides avec le mode opérationnel et après 10 slides de résultats, ça va pas marcher. Mais il faut commencer par une grosse introduction, même limite faire un focus sur l'introduction, quoi. Vraiment expliquer la thématique et après ouvrir sur les résultats. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là ? Voilà. Et tu disais qu'il y avait des chercheurs qu'il fallait aller chercher plein de fois et que cela en général ça fonctionnait pas, et que donc il y en a d'autres qui étaient très volontaires. Est-ce que tu as une idée des proportions ? C'est-à-dire à quel point les chercheurs ils sont contents de participer à ça ? Par exemple, est-ce qu'il faut en contacter 5 pour en avoir un très motivé ? Ou en général on en contacte 2 et ils sont tous les 2 motivés ? Alors, les gens, déjà, je crois qu'il y a un principe de base, c'est que quand on contacte quelqu'un pour lui dire ton travail a l'air cool, je veux que tu en parles, surtout des chercheurs qui sont hyper passionnés, sinon ils ne seraient pas là. Mais le principe de base, c'est que déjà, à la base, ils sont contents qu'on les contacte. Après, ils peuvent avoir un peu la trouille
s'ils n'ont pas l'habitude. Par exemple, je pense notamment aux jeunes CR, enfin aux jeunes chargés de recherche, qui, eux, ils ont l'habitude d'être très formels sur ce qu'ils vont présenter, etc. Ils ne vont pas avoir énormément d'expérience en enseignement, pour la plupart. Donc ces gens-là, ils vont avoir un peu peur. Mais voilà. Sinon, à la base, tout le monde est hyper content. Et ce qui va les retenir, c'est plus j'ai pas le temps, ce qui est voilà, le problème. Voilà. La vie des chercheurs. La vie des chercheurs, ils sont tout le temps en train de courir. J'ai pas le temps, ou alors j'ai pas l'habitude et j'ai peur de pas faire l'affaire. D'accord. Voilà. Et vous, de votre côté, comment vous choisissez d'aller contacter ce scientifique-là ou un autre? Comment c'est quoi? C'est par réseau de connaissances, l'un rencontre l'autre et présente? Ou vous voyez par exemple passer dans une publication qui vous paraît hyper intéressante? Comment vous... Bah, ça dépend, vraiment, ça dépend. C'est-à-dire que il y a plusieurs profils dans les bénévoles de Paint of Science. C'est-à-dire que la plupart, quand même, ce sont des personnes qui sont affiliées à la recherche. Donc des masters ou des gens qui sont en thèse, des postdocs, voilà, ou des jeunes chercheurs. Il n'y a pas beaucoup on va dire de personnel de soutien à la recherche, comme on dit. Et donc ce premier profil. Et l'autre profil, c'est des personnes qui ont fait des études plutôt scientifiques, donc mais qui ont par exemple fait un master ou une école d'ingénieur. Par exemple des informaticiens ou Antoine par exemple qui est ingénieur qualité de l'air pour Atmo Occitanie. Antoine, c'est quelqu'un qui travaille avec toi? Ouais, voilà, c'est l'autre coordinateur à Montpellier de Paint of Science. Et donc, voilà, on a deux profils. Donc, le côté plutôt recherche, ils vont avoir, on va dire, une période où ouais, ils vont réfléchir aux sujets qui vont les intéresser et après essayer de voir par réseau ou alors, comme tu disais, il peut y avoir des gens qui lisent des articles et qui vont dire « Ah tiens, ça c'est cool ». Voilà. Les personnes qui vont pas avoir beaucoup de réseau, comme par exemple les informaticiens ou voilà, ces personnes qui vont pas avoir de réseau dans la recherche, le monde de la recherche, ces personnes-là, elles vont plutôt faire des recherches sur Internet, de voir si ça existe à Montpellier, genre « Ah, j'ai une super idée !» Et donc on fait des recherches sur Internet, on regarde un peu si la personne a l'air, on va dire, affiliée à la thématique qu'on veut faire ou quoi. Et puis ensuite, on la contacte pour dire de quoi est-ce que tu peux nous parler. Pour l'instant, ton profil a l'air cool, mais voilà, ça part tâtonnement. D'accord, voilà. Donc oui, c'est à la fois du réseau et à la fois de la recherche sur des thèmes et donc qui amène à un chercheur en particulier. Voilà, c'est ça. D'accord. Très bien. Et tu disais que le prochain Paint of Science de Montpellier sera organisé plutôt via des conférences en ligne et à la rentrée donc en septembre-octobre. Voilà. Alors, il n'y aura pas d'événement à Montpellier cette année. C'est ça qui est la gros crève-cœur. Il y aura un événement national en ligne du 7 au 9 septembre, si je peux faire une petite... Oui, non, mais il faut. Par contre, on fera un duplicata, on va dire, autant que faire se peut, de l'événement qui a été prévu en 2020. On le fera en mai 2021. Si c'est possible, s'il n'y a pas de deuxième vague, tout ça. D'accord, très bien. Merci pour me parler de ça. Donc on essaiera de mettre le lien vers le site internet de Paint of Science et de Montpellier en description de la vidéo. Ouais. Et donc maintenant j'aimerais un peu plus parler de toi. Et donc j'ai mes 3 petites questions qui sont toujours les mêmes. Donc la première c'est, est-ce qu'il y a quelque chose dans toute cette carrière scientifique et de vulgarisation et d'enseignement qui t'a rendu particulièrement fier? Un truc où tu te dis, ça j'ai assuré. Ouais. Franchement, en tant qu'ancienne chercheur, c'est difficile... de se dire ah, attends, j'ai trop assuré. Mais par contre, je sais que y a des trucs qui m'ont beaucoup plu, notamment je pense que ma grosse fierté, on va dire, c'est d'avoir encadré des stagiaires
Ça s'est pas passé toujours très bien tous les jours, parce que c'est pas facile. Et puis des fois, bon, le problème du chercheur, hein, t'es toujours en train de courir, donc des fois, t'as ton stagiaire qui est vraiment en mal, et t'as pas le temps, et t'es là, je suis désolée. Et puis voilà, et moi je suis plutôt, on va dire, empathique, donc je vais plutôt me sentir mal de dire désolée, mais là j'ai pas le temps. Voilà. Mais en fait, ça a été une formidable expérience à chaque fois, que ce soit avec des gens avec qui ça s'est extrêmement bien passé. Enfin, en gros, 2 étudiants avec qui ça s'est très très bien passé, des gens avec qui ça a été très bien, voilà. Et une personne avec qui ça s'est, on va dire, du début à la fin, très mal passé. Mais en fait, c'est tellement formateur et je suis tellement contente d'avoir réussi ben, finalement, même si pour lui, je sais pas si ça s'est mal passé, mais enfin, en tout cas, on a discuté un peu à la fin et il avait pas l'air d'être dégoûté ni rien. Bon, et puis finalement, il a fait une thèse. Donc en fait, je pense qu'on n'était pas compatibles. Voilà. Mais ça m'a un peu permis de relativiser aussi sur ce que je peux faire et ce que je peux pas faire dans la vie. Voilà, que je peux pas être partout. Et donc, ce qui te plaisait là-dedans, c'était quoi, l'aspect de transmettre la science? Il y a un peu ça. Il y a transmettre la science, ça c'est connexe, on va dire, avec mes activités d'enseignement, De les activités de vulgarisation. vulgarisation, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce côté-là de la recherche où on est tout le temps en interaction avec plein de gens et tout, et où on transmet des choses. Il y a aussi l'inverse, c'est comme je disais, ça m'a fait beaucoup apprendre sur moi-même. D'accord. Et ça m'a fait beaucoup grandir, je pense. Et donc, le pendant de ces choses où tu te dis, là j'ai assuré, ou là où tu es contente d'avoir encadré des gens, est-ce qu'il y a des choses, par exemple, à l'opposé, qui ont été dures à vivre, ou une erreur, un truc que tu as mal abordé et tu te dis, il faudra plus que je le refasse comme ça? Ouais. Il y a eu des trucs durs à vivre, enfin bon, comme tout le monde tout le monde dans le monde, on a toujours des trucs un peu difficiles à vivre. Moi, dans la recherche, ça a été vraiment, je pense, mon expérience à Toulouse, qui a été difficile, et aussi le fait que je me suis enfermée dedans. C'est-à-dire que même si je savais que ça se passait pas bien, j'en parlais avec des gens extérieurs au problème, parce que j'avais besoin d'en parler, etc. Mais en fait, j'en parlais pas aux personnes qui pouvaient être la source de mon problème, quoi. Enfin, oui, directement. voilà. Parce qu'en fait, j'avais peur de leur réaction, etc. Et donc, je pense que si c'était à refaire, j'essaierais de parler avec eux, mais c'est jamais facile de dire « je crois que t'es mon problème ». Oui, ouais. Mais ouais, maintenant, j'ai plus tendance à aller voir les gens en essayant de pas trop les faire se sentir mal. J'essaie de leur dire ce qui va pas, etc. Mais c'est pas toujours facile, quoi. Mais non, c'est ce qu'il y a de plus dur. Hein. Ouais. De transmettre un désaccord de façon constructive, et sans forcément attaquer l'autre, mais tout en défendant son point de vue, c'est des choses très dures à faire. Ouais, sans attaquer l'autre, et aussi, enfin... Moi, en fait, j'ai quand même transmis des désaccords, j'ai quand même essayé de dire « Oh là là, attends, là ça va pas, là. » C'est pas tellement ça, c'est que j'essayais de commencer en graduel. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois que je commençais à dire « Bon, ben ça me va pas », on me disait « Oui, mais c'est de ta faute ». D'accord. Et en fait, il y a ça où, en fait, j'ai pas assez réagi là-dessus. Bon, après... je sais toujours pas exactement quelle est la bonne manière de réagir là-dessus, mais dire c'est de ta faute, ok, non, c'est pas de ma faute, est-ce qu'on peut en discuter, quoi, au lieu de me renfermer et de me dire oui, c'est vrai, il a raison, c'est ma faute. Tu parles avec une voix vachement grave à l'intérieur de toi. Ouais, on le dit souvent. D'accord. Bon. Et pour aller dans une truc un peu plus gai, un peu plus... Est-ce que tu aurais un film, une série, un livre à conseiller, quelque chose que tu voudrais partager? Ouais, alors j'y ai pensé ça par contre. Il y a un truc qui m'a pas mal ouvert à la vulgarisation scientifique que j'ai commencé à lire quand j'étais à Lyon, parce que mon coloc à Lyon il lisait ça.
Et ensuite, j'ai regardé pendant des années jusqu'à maintenant. Ça s'appelle Tu m'auras moins bête, mais tu m'auras quand même. D'accord. C'est une petite série, donc à la base, une série BD de vulgarisation scientifique, avec un espèce de taré qui explique un peu tout sur des choses de la vie. En fait, par exemple, dans les films, pourquoi est-ce que les films d'action ne sont pas du tout crédibles, comment est-ce que ça se passerait dans la vraie vie, etc. Donc c'est d'un côté un peu vulgarisation scientifique et pas scientifique, quoi, il y a un peu tout mélangé. Et c'est vraiment très drôle, c'est très bien expliqué. Moi j'aime beaucoup le dessin. D'accord. Il est très sommaire, mais il est très cool. Et en fait, il y a une série qui a repris cette série donc série télévisée et aussi sur YouTube, sur Arte à la télé, et avec la voix de François Morel. J'adore sa voix. Et donc voilà, c'est super bien expliqué, c'est très dynamique, ça se lit ou ça se regarde très vite. Les épisodes, il me semble qu'ils font genre 3 ou 5 minutes, enfin c'est très rapide. Et on apprend plein de choses, et voilà. Et Je ne connaissais pas, donc je vais la voir. Hein. Ouais. Très bien. Et pour terminer, si suite à ces vidéos, il y a quelqu'un qui veut te contacter pour discuter avec toi d'Open Science, de ta recherche, tout ça, c'est quoi le meilleur moyen de te contacter alors? Oula, bonne question. Le meilleur moyen de me contacter, je pense, sur LinkedIn. Je suis assez réactive, surtout qu'en ce moment je cherche un stage pour la fin de ma formation. Donc non, mais sur LinkedIn, je pense que c'est un des meilleurs moyens. Ou alors sur Twitter, mais Twitter, je pense que je suis moins réactive. D'accord. Voilà, j'ai un Twitter qui est tourné vulgarisation scientifique, où je publie pas énormément. Et si jamais un chercheur voit cette vidéo et veut participer à Pint of Science, il faut faire quoi? Il faut aller s'inscrire sur le site web Ouais, alors si c'est possible, on mettra dans la description. Oui, on mettra. Mais il y a un lien, ouais. En fait, chaque année, ça change, je crois, le lien. Donc voilà, mais il y a quand même un lien sur le site Pint of Science. Donc c'est un formulaire à remplir. Et en fait, vous pouvez remplir le formulaire quelle que soit votre ville. Et normalement, vous serez contacté par l'équipe Pint of Science de la ville. Voilà. Et c'est la même chose si on veut devenir bénévole pour Pint of Science, parce qu'on a toujours besoin de bras. D'accord. Donc c'est le même formulaire. C'est juste une case à cocher de est-ce que je vais être bénévole ou présentateur. C'est pas présentateur, j'ai intervenant. Intervenant. Voilà. Et bien alors, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi, c'était cool.